Warren Buffett est considéré comme l'investisseur le plus réussi de tous les temps. Si vous aviez investi 1000 € dans son entreprise à sa création, vos parts vaudraient aujourd'hui plus de 26 millions d'euros. De tels rendements semblent souvent irréalistes. Mais comment Buffett a-t-il réussi cela? La réponse est qu'il a compris ce que la plupart des gens n'ont jamais appris. Il suit quelques principes importants que vous, en tant qu'investisseur particulier, pouvez également appliquer dans votre quotidien. Si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, vous comprendrez tous les 7 de ces principes. Lorsque nous embauchons des gens, nous recherchons 3 choses: l'intelligence, l'initiative personnelle et l'intégrité. L'intégrité signifie que ce qu'une personne pense, elle le dit et le fait également. Et si la personne n'a pas cette dernière qualité, les 2 premières vous seront fatales. Car si vous embauchez quelqu'un sans intégrité, vous préféreriez qu'il soit paresseux et stupide. Vous ne voulez pas que cette personne soit astucieuse et pleine d'entrain. Sinon, cela devient extrêmement dangereux. La réponse est donc que les investisseurs se comportent très humainement, c'est-à-dire qu'ils deviennent très euphoriques pendant un boom. Ils regardent dans le rétroviseur et disent « J'ai gagné de l'argent l'année dernière, je vais en gagner encore plus cette année. Alors, cette fois, je vais prendre un crédit. » Ou ils regardent leur voisin et pensent « Je n'étais pas là l'année dernière quand ce voisin idiot a gagné beaucoup d'argent. Donc je serai là cette année. » Les gens regardent toujours dans le rétroviseur et s'ils voient qu'ils ont gagné beaucoup d'argent ces dernières années, ils achètent et font monter les prix à l'extrême. Et s'ils regardent dans le rétroviseur et voient qu'ils n'ont pas gagné d'argent, ils disent simplement « C'est un endroit terrible pour gagner de l'argent. » Donc, peu importe ce qui se cache derrière l'action et ce qui se passe réellement dans l'entreprise. Et c'est étonnant, mais cela offre des opportunités énormes, tout simplement incroyables. Ben Graham m'a appris à acheter des choses sur la base de leur valeur et à rechercher des choses bon marché. Cela m'a été enseigné en 1949 et cela a laissé une impression durable sur moi. Depuis lors, j'ai cherché des actions comparables à ce que j'appelle des mégots de cigares usagés. Et l'approche du mégot de cigare pour acheter des actions est la suivante. Vous marchez dans la rue et vous cherchez des mégots de cigares. Ils ont l'air horribles et quand vous trouvez ce cigare humide et laid, vous le ramassez, car il reste une bouffée. Donc, vous prenez la dernière bouffée, puis vous jetez cette chose dégoûtante. Mais la bouffée était gratuite, je veux dire qu'elle était bon marché. Et puis vous en cherchez une autre, un mégot de cigarette avec une bouffée. Eh bien, j'ai fait ça pendant des années. Aujourd'hui, je dirais que c'est une erreur. Vous gagnez certes de l'argent avec, mais vous ne pouvez pas le faire avec de grandes sommes, parce qu'alors, il est beaucoup plus facile d'acheter de merveilleuses entreprises, avec un modèle commercial fantastique. C'est pourquoi j'achète maintenant de préférence une entreprise merveilleuse, à un prix équitable, plutôt qu'une entreprise moyenne, à un prix merveilleux. J'ai la conviction vieille école que je ne peux gagner de l'argent qu'avec des choses que je comprends. Et quand je dis comprendre, je ne veux pas dire que je comprends comment le produit fonctionne ou quelque chose comme ça. Je veux dire que je comprends comment l'économie de l'entreprise sera dans 10 ou 20 ans. Je sais généralement à quoi ressemblera l'activité de, disons, le chewing-gum Wrigley dans 10 ans. Internet ne changera pas la façon dont les gens mâchent du chewing-gum. Il ne changera pas non plus le chewing-gum qu'ils mâchent. Si vous dominez le marché du chewing-gum à grande échelle et que vous offrez Double Mint, Spearmint et Juicy Fruit, ces marques existeront encore dans 10 ans. Je ne peux donc pas dire exactement à quoi ressembleront les chiffres de Wrigley, mais je ne serai pas loin si j'essaie de regarder dans le futur pour quelque chose comme ça. L'évaluation de cette entreprise est dans mon domaine de compétences. Je comprends ce qu'ils font. Je comprends les aspects économiques. Je comprends les aspects concurrentiels de l'entreprise. Mais de loin, les plus grandes erreurs que j'ai commises sont des erreurs où j'ai manqué d'acheter quelque chose. Ce n'étaient donc pas les achats que j'ai faits. Je veux dire, ce sont les entreprises que je connaissais suffisamment pour les acheter. Qui était dans mon domaine de compétences? Et qu'ai-je fait? J'ai manqué le train. Et ce sont les choses qui font vraiment mal. Elles n'apparaissent nulle part. J'ai coûté à Berkshire au moins 5 milliards de dollars, par exemple, parce que j'ai tergiversé il y a 20 ans, lorsque la banque hypothécaire Fannie Mae était en difficulté. Nous aurions pu acheter toute l'entreprise pratiquement gratuitement. Pour Microsoft, que j'ai également manqué, je ne m'inquiète pas, car je ne comprends pas assez bien l'entreprise. Microsoft n'est pas dans mon domaine de compétences. Je n'ai aucune raison de croire que je suis obligé de gagner de l'argent avec Microsoft ou avec des fèves de cacao ou quoi que ce soit d'autre. Mais je savais assez pour comprendre Fannie Mae. Et je l'ai gâché. Et cela n'apparaît jamais dans la comptabilité classique. Mais je connais le coût. Je l'ai manqué. Et ce sont les grandes erreurs. Et j'en ai fait beaucoup. Si je ne vous le dis pas dans le rapport annuel et parfois je résiste à la tentation, alors vous ne le saurez pas.
Mais les occasions manquées étaient bien plus douloureuses que les mauvais achats. Il y a de grandes opportunités dans la vie que vous devez saisir. Nous n'achetons pas beaucoup d'actions, mais lorsque nous avons la chance de faire quelque chose de juste et de grand, alors nous devons le faire. Et si nous le faisons avec une petite somme, c'est presque aussi grave que si nous ne le faisions pas du tout. Je veux dire, vous devez saisir l'opportunité quand elle se présente, car vous n'obtiendrez pas 500 grandes chances. Les gens seraient mieux lotis s'ils recevaient une carte de tampon avec 20 cases après l'école. Et pour chaque grande décision financière qu'ils prennent, ils mettent un tampon dans leur carte. Vous deviendriez très riche, car vous réfléchiriez bien à chaque décision. Si, par exemple, vous allez à une soirée cocktail et qu'un copain parle avec enthousiasme d'une entreprise, vous n'avez même pas compris ce que fait exactement l'entreprise ou vous ne pouviez pas prononcer le nom. Mais votre collègue à la fête a gagné de l'argent la semaine dernière. Si vous aviez une carte de tampon avec seulement 20 cases, vous n'achèteriez jamais cette entreprise. En ce qui concerne nos entreprises détenues en privé que nous possédons à 100%, je peux dire que nous ne les vendrons pas, peu importe combien quelqu'un offre. Je veux dire, si quelqu'un nous offre le triple de ce que valent nos entreprises, par exemple See's Candy, Buffalo News, Borsheims ou quoi que ce soit, alors nous ne les vendrons pas. Peut-être que je me trompe avec cette approche. Je sais que je ferais la même chose avec Berkshire, si l'entreprise m'appartenait à 100%, car c'est la façon dont je veux vivre ma vie. J'ai autant d'argent que j'en ai besoin. Donc à la fin, il ne s'agit que d'un chiffre. Et cela ne vaut pas la peine de sacrifier les relations avec les gens que j'aime et qui se sont joints à moi, parce que ces personnes font confiance à cette entreprise comme leur foyer permanent. Abandonner cela juste parce que quelqu'un me fait signe avec un gros chèque serait comme vendre un de mes enfants parce que quelqu'un m'offre beaucoup d'argent. Je ne le ferai jamais. Et je le dis aussi à mes partenaires que je ne le ferai pas pour qu'ils ne soient pas déçus de moi. C'est différent pour certaines actions, où nous utilisons effectivement cette approche. Si nous étions chroniquement à court d'argent et avions de grandes opportunités sur d'excellentes actions, nous pourrions procéder différemment. Mais nous avons tendance à ne pas vendre, à moins que nous soyons vraiment mécontents de la gestion ou que nous croyons que les conditions économiques de l'entreprise vont changer radicalement. Et cela peut arriver. Mais nous ne vendrons probablement pas d'actions juste parce qu'elles semblent un peu trop chères. Oui, vous avez une question. Bonjour, Monsieur Buffett. J'ai 2 questions rapides. La première est, comment trouvez-vous la juste valeur d'une entreprise? Eh bien, la juste valeur est... C'est le chiffre que vous pourriez calculer si vous saviez tout sur l'avenir de l'entreprise. Tout l'argent que l'entreprise rapportera jusqu'à son dernier jour. Actualisé au bon taux de remise, ce chiffre est la juste valeur de l'entreprise. Autrement dit, la seule raison d'investir est de dépenser de l'argent maintenant pour en récupérer plus tard. C'est de cela qu'il s'agit dans l'investissement. Si vous regardez une obligation, par exemple une obligation du Trésor des États-Unis, il est très facile de dire combien vous récupérerez. C'est écrit directement sur l'obligation. Il y a écrit quand vous recevrez les intérêts et quand vous récupérerez le capital. Donc, il est très facile de déterminer la valeur d'une obligation. Elle peut changer demain si les taux d'intérêt changent. Mais les paiements d'intérêt, donc les flux de trésorerie, sont imprimés sur l'obligation. Pour une action, en revanche, les flux de trésorerie ne sont pas imprimés. C'est le travail d'un analyste. Il a pour tâche de transformer l'action, qui représente une part de l'entreprise, en une sorte d'obligation, et de dire « Je pense que l'entreprise paiera tant à l'avenir ». Lorsque nous achetons une nouvelle machine pour notre entreprise de tapis chaud pour produire du tapis, nous pensons à combien plus nous pourrons vendre à l'avenir grâce à cette machine et si cela en vaut la peine. Et vous apprenez tous cela à l'école de commerce. Mais c'est la même chose pour une grande entreprise. Si vous achetez Coca-Cola aujourd'hui, l'entreprise est vendue sur le marché, donc toutes les parts d'actions, pour environ 110 à 115 milliards de dollars. La question est, si vous aviez 110 ou 115 milliards, vous ne m'écoutiez pas. Je vous écouterai, soit dit en passant. Mais la question est, voudriez-vous dépenser cet argent aujourd'hui pour obtenir ce que la Coca-Cola Company vous livrera dans les 2 ou 300 prochaines années? Le taux d'actualisation ne fait pas une grande différence si vous regardez encore plus loin dans le futur. Et c'est donc la question, combien d'argent ils vous donneront dans le futur? Il ne s'agit pas de combien d'analystes recommandent l'action ou de combien le volume de l'action est élevé, ou à quoi ressemble le graphique ou autre. Il s'agit de la question de combien d'argent vous pouvez gagner avec. C'est le seul facteur. Cela vaut que vous achetiez une ferme, un appartement ou une maison. Que ce soit un actif financier ou du pétrole dans le sol, vous dépensez de l'argent maintenant pour en récupérer plus tard. La seule question est, combien allez-vous récupérer?
Quand allez-vous le récupérer et à quel point êtes-vous sûr? Et lorsque je calcule la juste valeur d'une entreprise, que nous achetions toute l'entreprise ou seulement une petite partie, j'imagine toujours que nous achetons toute l'entreprise, car c'est mon approche. Je la regarde et je me demande, qu'est-ce qui sortira de cette entreprise et quand? Et ce que vous voulez vraiment, c'est qu'ils puissent utiliser l'argent qu'ils gagnent pour obtenir des rendements plus élevés au fil du temps. Je veux dire, Berkshire n'a jamais rien distribué à ses actionnaires, mais la capacité de distribution augmente avec la valeur des entreprises que nous possédons. Nous pouvons le multiplier en interne. Mais la vraie question est, Berkshire est maintenant vendu pour, disons, environ 105 milliards. Que pourrions-nous distribuer de ces 105 milliards? Si vous achetez toute l'entreprise maintenant pour 105 milliards, pourrions-nous vous distribuer assez d'argent à l'avenir pour que cela en vaille la peine pour vous, au taux d'intérêt actuel, de dépenser cet argent maintenant? Et c'est là que tout se joue. Et si vous ne pouvez pas répondre à cette question, vous ne pouvez pas acheter l'action. Vous pouvez spéculer avec les actions si vous voulez, ou vos voisins peuvent les acheter. Mais si vous ne pouvez pas répondre à cette question, oubliez ça. Et c'est quelque chose que je ne peux pas faire. Par exemple, avec les entreprises Internet. Il y a beaucoup d'entreprises. Il y a toutes sortes d'entreprises auxquelles je ne peux pas répondre, mais je les évite tout simplement. Mais il manque encore quelque chose, n'est-ce pas? Pour commencer à investir en bourse, vous avez besoin d'un compte titre. Dans la description de la vidéo ci-dessous, vous trouverez ma recommandation pour les débutants en Actions, Trade Republic. J'utilise ce compte titre pour des investissements à long terme dans les actions depuis presque 4 ans. Et en tant qu'investisseur de longue date et fan de Warren Buffett, je ne peux que recommander ce compte titre à tout le monde. En haut à gauche, vous trouverez également une vidéo qui pourrait vous intéresser. Merci beaucoup d'avoir regardé, à la prochaine vidéo.